Yaorana et bienvenue dans Manava. Des défis majeurs attendent la Polynésie dans les prochaines années. Quels sont ces défis? L'environnement est-il au cœur de tous les défis? Pour en parler avec nous, trois universitaires qui, chacun dans leur domaine, vont nous exposer leur vision des choses. J'accueille aujourd'hui Semir Alouardi, qui est professeur en sciences politiques à l'UPF, Bonjour. Vincent Dropsy, qui est professeur en sciences économiques, et Sandrine Chaillet-Denéré, qui est professeure en droit privé. Et avec nous également une personnalité polynésienne engagée au quotidien sur la question environnementale, Marie-Laure Vanizette, qui est co-auteure du livre Urgence écologique au Fénois. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire l'état des lieux objectifs sur la situation de la Polynésie. On va faire ça de façon assez large pour essayer d'expliquer au maximum de gens la situation actuelle, où on en est. Donc Semir, comment se porte la Polynésie d'un point de vue politique après les changements, on va dire, qui viennent d'avoir lieu, et on fait un petit état des lieux de tout ça. Alors, un état des lieux, il suffit de regarder les thèmes de la campagne. Contrairement à ce qu'on a cru au début qu'il s'agissait de parler d'autonomie et d'indépendance, la campagne s'est surtout jouée sur des projets socio-économiques, sur la lutte contre la pauvreté. Je rappelle que 26%, ce sont les derniers chiffres, des Polynésiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 14% en France. Il y a une inflation qui est très forte, de 8,5% contre 5,2% en France. L'indice de Gini, qui est un indice qui permet de regarder est-ce qu'il y a des inégalités ou une égalité forte, montre que la France est à 0,2, ce qui est très bien. Ça veut dire que la France est une nation égalitaire, et alors que la Polynésie est à 0,4, et 0,4 c'est très élevé, parce que dès qu'on arrive à 0,5, c'est qu'on est particulièrement inégalitaire. Donc c'est tout ça qui fait que la Polynésie rencontre d'énormes problèmes sociaux, économiques également, et que donc si on fait un état des lieux et surtout une perspective, eh bien le gouvernement actuel va justement lutter contre justement ces problèmes. Pourtant, comme on lit à chaque fois sur Manava, on ne fait pas de politique, on précise bien que c'est juste un état des lieux factuel, sans prendre parti pris. Oui, évidemment, là c'est des chiffres, c'est factuel. C'est les chiffres de l'ISPF, bien donc sûr. C'est vraiment... Mais je veux dire qu'en l'état des lieux, c'est-à-dire sur les 25-30 années passées, il y a pourtant du travail qui a été fait dans ce sens-là, et qu'est-ce qui a pu affecter le fait qu'on ne soit pas particulièrement égalitaire, comme tu nous disais? Alors, il y aurait plusieurs raisons, je ne peux pas donner toutes les raisons. La première raison, qui est une raison qui est avantageuse pour la Polynésie, mais qui peut poser problème, c'est la spécialité législative. Ça veut dire que les lois de la République ne s'appliquent pas en Polynésie française. Et donc, c'est pour ça que nous n'avons pas d'assurance chômage, qu'il n'y a pas de redistribution complète à l'instar de ce qui se passe en métropole, parce que ça relève des compétences de la Polynésie. Alors c'est pour ça que je dis que la campagne électorale a tourné autour de ces thèmes, parce que ce sont des thèmes qui relèvent de la Polynésie, du gouvernement. Et je peux même dire plus loin que pour la République française, il y a des choses qui sont un peu gênantes, parce que cette inégalité n'est pas tout à fait conforme aux valeurs de la République. Mais au nom de la spécialité législative, au nom de l'autonomie, la République est obligée de laisser le gouvernement faire. Eh bien, le gouvernement a à faire. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. Vincent, alors on faisait un petit point, on va dire, politique. J'aimerais qu'on fasse la même chose au niveau économique. Comment est la situation économique de la Polynésie? Alors, elle a été très volatile, évidemment, ces dernières années, puisque la crise Covid a engendré une terrible récession. On a perdu à peu près presque 7% du PIB. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un rebond très fort, et en particulier grâce au tourisme. On est pratiquement revenu aux chiffres de 2019 concernant le tourisme et concernant l'emploi. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, il y a une guerre en Ukraine, et ce rebond a augmenté la demande, en termes techniques, et qui a augmenté les prix. Et donc, on a de l'inflation en 2023. Et la grande question, comme dans beaucoup de pays du monde, c'est comment régler ce problème. Diminuer le taux d'inflation tout en ne diminuant pas trop le taux de croissance, parce que l'un engendre l'autre. Il y a une décision à faire, un arbitrage entre les deux. Mais ça, on pourra en parler. Et
En ce qui concerne l'état des lieux du court terme, donc ce rebond, cette inflation, mais il y a aussi des problèmes structurels qu'on évoquera sûrement dans le futur qui datent des décennies passées. Et ça, on a les moyens ou la capacité ou la volonté de le faire? Alors, sans aller trop dans les détails techniques, oui, le On travail parle des d'une projection, bien économistes, sûr. Oui. bien sûr, le travail des économistes, c'est d'identifier évidemment les forces, les faiblesses de chaque économie, de proposer des politiques économiques, macroéconomiques, microéconomiques adaptées. Et ça, on sait faire. On a déjà des diagnostics que tout le monde d'ailleurs partage, quel que soit le bord politique et autres, en Polynésie. Maintenant, la solution n'est pas toujours la même selon évidemment le parti politique au pouvoir. Alors, il y a Semir qui veut déjà Non, mais réagir. c'est juste que pour conforter ce que dit mon collègue, là aussi, c'est de la compétence de la Polynésie française. Tout à fait. Oui, par rapport à ce que tu nous expliquais Bah tout oui, à l'heure. ça aussi. Sandrine, toi, dans ta spécialité ou ta spécificité, c'est on va dire, le foncier. Alors, on connaît l'attachement au foncier en Polynésie qui est légitime et on va dire, tout le monde aimerait pouvoir avoir du foncier, justement. Et quelle est la place du foncier à l'avenir et quelle incidence ça peut avoir aussi sur une politique, on va dire, éco-responsable et ce genre de définition qu'on pourra en donner? Alors, je dirais que le foncier reste évidemment au cœur des préoccupations de la Polynésie, hein. C'est vraiment la grande histoire de la Polynésie. On a quand même, ces dernières années, apporté un certain nombre de solutions. En tout cas, ce qui me semble, c'est que cette problématique a vraiment été prise en compte et par la Polynésie elle-même et par l'État, hein, qui a permis de modifier certaines législations sur lesquelles, pour le coup, la Polynésie n'avait pas une compétence totale. Donc, l'État a accepté certaines modifications en droit des successions, par exemple, qui facilitent un petit peu la transmission des terres. Il y a eu la mise en place du tribunal foncier qui a quand même apporté beaucoup On en a d'améliorations. traité sur une de nos Voilà, émissions et on a donc- vu que donc, c'était complexe mais très utile. Très utile, absolument. Ça a permis de fluidifier un petit peu les décisions et d'améliorer le traitement contentieux, en tout cas, de cette question-là. Et puis, bien sûr, ça reste une question centrale parce que on ne parlera pas d'environnement de manière pertinente, efficace et lucide, hein, si on ne règle pas aussi la question des terres. Je pense que les deux vont de pair. Alors, c'est une question immense, bien sûr, mais il faut savoir ce qu'on veut faire de sa terre en Polynésie au regard du développement durable, oui. Et alors, si on parle développement durable, donc je me tourne vers Marie-Laure. La transition écologique devait être au centre du développement de la Polynésie et où en sommes-nous? Alors déjà, la transition écologique, qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte que notre aménagement, puisqu'on parle de foncier, notre économie et de manière Et les générale, décisions, notre voilà. mode de vie, ce qu'on produit, ce qu'on consomme, comment on se déplace, soit plus écologique. Alors plus écologique, pourquoi? Parce qu'on a en face de nous des gros problèmes. D'abord le dérèglement climatique. Donc, comment notre empreinte carbone, comme on dit, c'est-à-dire notre énergie, nos L'impact du transports, fonctionnement énergétique en Polynésie peut voilà, avoir sur l'empreinte carbone. sur le climat, comment s'adapter au dérèglement climatique qui va se produire forcément, il a commencé et qui va s'accentuer dans les années qui viennent. Donc, le climat, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, ce sont notre nature, nos ressources naturelles, nos espaces naturels, nos espèces, comment faire en sorte qu'elles soient mieux préservées, voire restaurées, surtout si on imagine un développement économique Adapté et qui prenne en enfin, considération tout cas, tout ça. il faudra adapter notre économie à ces contraintes. Et puis le troisième enjeu, c'est celui des pollutions. Donc, pollution par le plastique notamment, nos déchets, puisque C'est aussi par l'utilisation d'énergie fossile. C'est une réalité aussi. oui, la pollution elle peut être atmosphérique avec un impact sur le climat, où là on est acteur parce qu'on a quand même une empreinte carbone de 11 tonnes par an et par habitant. Alors, pour situer, rappel, ça, c'est à peu près la même chose qu'en France. En métropole, c'est entre 10 et 11 tonnes, équivalent carbone par habitant. Et il faut arriver à moins de 3 tonnes si on veut suivre les accords du GIEC et les objectifs mondiaux.
Donc, on a du boulot. Et 2-3 tonnes, c'est à peu près l'empreinte carbone des autres îles du Pacifique. Alors Donc, c'est intéressant, déjà ça montre que je voyais tout le monde réagir. oui, mais c'est un chiffre qui n'est pas connu. Hein. Et exactement, parce qu'il est très Non, surprenant mais et surtout il montre à quel point on a encore beaucoup de travail et qu'il faut vraiment enclencher notre changement et notre adaptation, quoi. Exactement. C'est bien. pourquoi? Alors, ça vient essentiellement des importations. Parce que l'empreinte carbone, c'est pas ce qui est produit en Polynésie. C'est ce qu'un Polynésien consomme. Et bon, ça Oui, peut on être, ça prend peut en être compte, l'électricité, on prend en compte en fait le départ du produit, voilà, arrivé ici. voilà, les émissions carbone des produits fabriqués en Chine qu'on importe, le transport, pour faire venir tout ça, nos déplacements à nous quand on prend l'avion. Donc en fait c'est du cumulé. C'est pas Ouais, spécialement ce qu'on c'est pas produit produit localement. localement. C'est voilà, parce que C'est le chiffre me paraissait l'empreinte carbone énorme. du Polynésien. D'accord, c'est parce que le calcul prend en compte aussi le voyage, et ainsi de suite, la fabrication du produit, l'acheminement, ce genre de Voilà, choses. voilà, toutes les phases où on émet des gaz à effet de serre. D'accord. Vincent, tu voulais réagir? Oui, tout à fait, parce qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle les pays ou les îles pauvres polluent moins. C'est qu'ils consomment moins, évidemment. Elles sont beaucoup Oui, plus c'était pour pauvres. Elles répondre à la importent question que beaucoup plus Sémir posait pauvres. tout à l'heure. Oui. Et pour donner un exemple, le PIB par habitant dans des îles telles que les Cook Alors il ou faut que tu autres, expliques PIB, si tu veux bien. bien sûr, produit intérieur brut Voilà. et la valeur de toutes les ressources qu'on produit en une année, eh bien, par habitant, elle est de 5 à 10 fois moindre qu'en Polynésie. Donc évidemment, quand on a une telle différence de pauvreté ou de richesse, eh bien évidemment, la pollution baisse. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la période Covid, où le monde entier, l'économie mondiale, grosso modo, a chuté, le PIB a chuté d'environ moins 4%, Et l'empreinte carbone aussi. et l'empreinte carbone a chuté un peu moins, et elle a rebondi dès qu'évidemment on a un rebond. Donc l'aspect économique est très important. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est oui, les importations contribuent un peu à la pollution, mais le transport local contribue à Exact. moitié. Transport Donc terrestre. voilà, Nos croire voitures. qu'en arrêtant d'importer, on va résoudre tous les problèmes, j'y crois C'est pas Non, une non, non, hélas, mais seconde. c'est hélas c'est un beaucoup, cumul. c'est hélas beaucoup plus complexe que ça. Voilà, Voilà. c'est Mais plus le transport complexe. local, c'est du transport local. Après, on importe du pétrole, évidemment, qu'on brûle Oui, mais ici pour créer de on l'électricité. peut se Ou... transporter autrement. On tout n'est à pas fait. obligé d'avoir la voiture individuelle 4x4 qui consomme Tout de à fait. l'essence Tout à à fond fait. la caisse Ça, on va le remettre dans l'ordre. C'est avec vrai que une Marie-Laure, personne à bord. Quoi. Marie-Laure, en fait, c'est une réalité aussi. Mais on va essayer de justement, dans le cheminement de l'émission, on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre et Je voudrais juste commenter. Donc, le PIB par habitant des autres îles, effectivement, il est bas, mais du coup, est-ce à dire que le nôtre, il est peut-être obèse ou en tout Non, cas, non, il non, non. y a des productions inutiles qu'on sera obligé avec la transition de réduire et de produire autre chose. Et Alors, Hawaï, d'une par part, exemple, et puis aussi, est-ce qu'il est égalitaire? Je rejoins c'est pas parce qu'on produit beaucoup qu'on produit bien, juste et mieux Eh pour ben tout le monde. justement, on va y revenir. Je vais repasser par la question de l'environnement ou alors de l'économie durable. Est-ce que tu préférais tout à l'heure, tu disais que l'environnement était un peu trop restrictif, alors on va parler Développement ou durable. développement durable. Sémir, est-ce que justement la question de l'environnement ou du développement durable est-ce que ça ne serait pas le premier grand défi politique actuel? Alors, ça fait partie des grands défis de la Polynésie française. Je pense que Vincent pourra mieux répondre que moi. Par exemple, le tourisme est essentiel au territoire, mais le tourisme peut engendrer évidemment de la pollution, beaucoup de pollution, beaucoup de problèmes de développement, multiplier les hôtels parce que ça va devenir Mais indispensable. ça implique des prises de décision politiques en amont. Voilà les transports. Donc, évidemment, ça fait partie des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on veut? Quel tourisme on souhaite pour la Polynésie française? Est-ce qu'on souhaite véritablement développer un aéroport international aux Marquises et donc toucher au développement durable dans les archipels, etc., etc. Donc, c'est des questions éminemment politiques d'abord, puisque ce sont des politiques publiques qui vont aller dans le sens du développement durable. Est-ce que, par exemple, au sein de tes cours, ce sont des sujets que vous allez aborder? Tu abordes avec tes élèves en sciences politiques? Alors, en sciences politiques, on est beaucoup plus sur les fondements de ce qui fait la vie politique, etc. Mais par exemple, je prends un exemple. Quand on travaille sur la démocratie, on démontre que, par exemple, depuis Tocqueville,
la démocratie n'est pas simplement une égalité politique, c'est aussi une dimension sociale. On le sait depuis le 19e siècle, il n'y a pas de démocratie tant qu'il n'y a pas une dimension sociale, tant qu'il n'y a pas la possibilité d'ascension sociale. Et donc, cette dimension a été rajoutée, souvent oubliée d'ailleurs dans certains pays, mais elle fait partie de la définition. Eh bien, le développement durable, justement, fait partie, parce que dans la démocratie, il s'agit ici de partager justement ce qui nous entoure et notre environnement fait partie de notre richesse et de notre futur. Sandrine, est-ce que justement la notion de droit peut faire évoluer tout ça? Est-ce qu'on a suffisamment la main sur ces questions de droit ou est-ce qu'il faudra encore plus les élargir? Alors oui, évidemment, le droit est l'outil pour ça. Il n'est que l'outil, mais il est l'outil, c'est-à-dire que la décision, elle vient du politique, c'est son travail. Après, la mise en œuvre, c'est souvent par la règle de droit. La Polynésie a déjà un champ de compétences large en termes juridiques, important. Peut-être pas suffisant, mais là encore, c'est une question éminemment politique, c'est-à-dire que moi, juriste, je ne peux pas dire si c'est suffisant ou pas. Je peux dire, les outils qu'on a aujourd'hui permettent de faire ça à Tahiti ou il faut faire ça à Paris. Mais le fait de savoir si ça doit être fait ici ou à Paris, c'est une décision politique. C'est ce qui relève du statut, tout simplement, de l'étendue du statut d'autonomie. Donc, il y a quand même déjà pas mal d'outils. Bon, encore une fois, je reviens sur ce que je connais un petit peu mieux, mais le foncier a montré qu'on pouvait faire des choses ici localement, qu'on pouvait décider des choses importantes, mais il y a peut-être Est-ce que encore... tu as un ou deux exemples concrets à nous donner sur... Alors, il y a les mises en place du tribunal foncier. Oui, alors ça, c'est l'État. C'est une avancée réelle, voilà, mais c'était l'État. Mais c'était l'État parce que ça relevait de l'organisation judiciaire. Alors, en partenariat avec l'État, on a mis en place cette loi spéciale sur les successions avec le partage par souche, qui a été assez commentée au moment où on l'a adopté, qui permet de transmettre les successions de manière plus facile, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de chercher tous les héritiers dont on sait qu'en Polynésie, ils peuvent être extrêmement nombreux et pas toujours faciles à retrouver. Donc, on a pu raisonner en souche généalogique, mais donc aussi en souche terrienne. Les deux sont liés. Sont liés, oui. Voilà. Après, sur le plan plus local, on sait qu'il y a eu des mesures d'aide à la sortie d'indivision, par exemple. Ça, ce sont des décisions qui ont été prises ici pour répondre à un problème immédiat. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que la sortie de l'indivision est l'alpha et l'oméga, la solution absolue pour régler les problèmes fonciers. Je ne le crois pas. Je pense que ça n'est pas la seule solution. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est un des éléments qui a été sur lequel les politiques ont travaillé. Et de toute façon, il fallait avancer. Si on critique tout le temps, on passe notre temps à critiquer et à pas avancer. Bon, là, il y a eu un choix qui a été fait. Tout à fait. Moi, je pense que déjà, la mise en place du tribunal foncier, c'est quand même une réelle avancée. Tout à fait, je le confirme. On a aujourd'hui des choses qui évoluent encore. Les magistrats du tribunal foncier sont très sensibles au fait que tout ne doit pas se régler au tribunal en matière de terre et ils sont très ouverts à l'idée de développer la médiation foncière, par exemple. Et on sait qu'aujourd'hui, ça apporte des solutions très pertinentes et efficaces. Vincent, je reviendrai ensuite, Marie-Laure. Vincent, est-ce que l'économie peut s'adapter aux besoins de transition écologique? Est-ce qu'elle le peut? Alors, elle le doit, ça on l'a bien compris, mais est-ce qu'on en a la capacité? Absolument. Le mot développement durable peut être un peu défini comme un développement économique qui... C'est un modèle économique? Non? Il y a plusieurs modèles, mais disons que l'idée générale, c'est de développer l'économie tout en préservant les ressources pour les futures générations, en n'oubliant pas l'inclusivité. Exactement. Ça, c'est très important. Donc, en effet, oui. L'inclusivité, il faut peut-être expliquer. On va le faire. Alors, on va laisser Vincent juste terminer et on parlera de l'inclusivité ensuite. Et donc, il y a différents modèles, différentes stratégies pour arriver à ce développement durable. Et je n'ai pas le temps d'en parler là, mais peut-être dans quelques minutes. Il y a deux modèles opposés. Un modèle de croissance endogène, un modèle de croissance exogène. Donc évidemment, il va falloir que tu les expliques, évidemment. Voilà. En tout cas, bon, ce sont des choix également politiques. Les économistes ne font que suggérer des solutions. Nous avons analysé, et tout le monde est d'accord depuis des décennies, l'état de l'économie polynésienne qui souffre d'un mal qu'on appelle le problème hollandais. Le syndrome hollandais, bon, j'expliquerai ça plus tard, qui fait que... Faut que tu l'expliques maintenant parce que l'émission est déjà en train de... Parce que si tu réexpliques tout plus tard, on va faire 60 minutes. Alors, je vais faire très bref. Voilà.
Et En c'est très Hollande, intéressant. dans vas-y, les ouais. années 60, ils avaient beaucoup de gaz naturel. Ils ont tout misé là-dessus, ce qui fait que les salaires ont augmenté et ça a fait couler d'autres secteurs. Ici, en Polynésie, grosso modo, c'est un peu la même chose qui s'est passé après le CEP. On a eu énormément, grosso modo, de transferts de fonds. On a toujours Mhm. à peu près un quart de l'économie qui est basée sur des transferts de fonds de l'État. Mais évidemment, cela, et puis des politiques protectionnistes qui font monter les taxes à l'importation, ont créé un coût de la vie beaucoup plus élevé, ce qui handicape les secteurs compétitifs soumis à la compétition, tels que l'hôtellerie et le tourisme. Et donc, le problème, c'est que voilà, tant qu'on Soumis à aura la compétition extérieure. exactement international, donc tant qu'on aura un peu ce protectionnisme, on va plomber un peu d'autres secteurs. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, le tourisme fait du yo-yo depuis 30-40 ans, qu'on n'arrive même pas à retrouver les 250 000 touristes qu'on avait en l'an 2000. C'est Alors parce que peut-être qu'on les très clairement, dépassera, on a du mal aussi à se positionner compétitivement face à bah, d'autres parce qu'on est, destinations. parce que tout ce que les touristes disent depuis des décennies, on fait des enquêtes, l'ISPF Ouais. fait des enquêtes tous les 2 ans, le ressenti c'est magnifique, c'est génial, la culture, les C'est ça, ouais. paysages, tout est génial, mais Mais je reviendrai pas parce que c'est trop cher. ouais, c'est pour ça qu'on avait un taux de retour pendant très longtemps qui était très bas. Aux alentours de 20%. Et Et à dans le Hawaï, taux de c'est retour, 70%. Et dans le taux de retour étaient compris les personnes qui avaient de la famille ici, donc qui faisaient les allers-retours, donc qui ne sont pas des touristes. Mais les taux de retour sur touristes étaient extrêmement bas. Sont toujours relativement bas. Alors, il y a une nouvelle stratégie, j'en parlerai plus tard, la stratégie On va en parler dans la suite de du l'émission. tourisme durable. Oui, Et donc, il y a des solutions, oui. et on va le développer Tout à fait. dans la deuxième émission. Marie-Laure, tu voulais revenir sur la notion Oui, d'inclusivité. voilà, un développement inclusif, ça veut dire qu'on doit associer les communautés locales, la population locale au développement. Et notamment dans les objectifs de développement durable, bon, il y a la question d'éradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités sociales, mais aussi assurer un logement à tous. Et je fais le lien avec le foncier parce que certes, l'indivision est un problème majeur au Fénois, mais l'inflation et l'acquisition de terres et le logement, c'est quand même aussi parmi les problèmes numéro un en ce moment. Donc, voilà, est-ce que, comment faire, enfin, en tout cas, on verra les solutions, mais il faut aussi s'intéresser au fait que la terre doit être désormais plus accessible à la Et ça, c'est population. encore de toute façon des problèmes, on en a pas mal, hein. Oui. Mais moi, je veux que tu approfondisses un petit peu sur la notion d'inclusivité parce que je trouve qu'elle a été un peu trop vite Bah, zappée. par Et exemple, voilà. quand on dit là, on va faire une politique de tourisme durable et inclusif, autrement dit, on va mettre en œuvre des projets avec lesquels les populations sont d'accord. Donc, on a des exemples. Qui se fait déjà pas mal, mais Oui, mais on a des exemples concrets, à Montréal, par exemple, où certains projets qui privatisent la plage ou qui occupent des terres jusque-là publiques ou d'accès libre posent problème par rapport à la population, qui du coup est privée de ses accès, ou des bungalows sur l'eau qui privatisent une partie du lagon. Donc la marchandisation excessive peut générer une sorte de frustration, ou en tout cas de mécontentement des populations locales. Et si on fait ça, on ne fait pas du tourisme durable. Il faut sauf bien que c'est prendre. intéressant de ce que tu viens de dire se met légèrement en opposition à ce que nous a dit Vincent, parce que si on veut être compétitif par rapport aux autres destinations, il faut aussi proposer à la fois on va dire, tu parlais de bungalows qui soient suffisamment attractifs, qui soient à la fois inscrits dans la transition écologique. Donc il y a une équation qui Oui, mais est très compliquée il y a des à... nouveaux modèles de développement touristique et d'attrait touristique, notamment par des clients qui ont les moyens, qui recherchent justement, qui sont très branchés écologie. Ben, on le voit à Tétiaroa, hein, où Oui, c'est vrai, mais ça l'hôtel de fait pas le volume. Parce qu'il faut venir Oui, aussi à la mais fois... justement, il y a une question, est-ce qu'on va privilégier le volume tourisme de masse qui risque d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement, ou est-ce qu'on va chercher un tourisme de qualité avec plus de moyens et qui va ramener autant Eh bien, de on va en parler recettes? dans l'émission suivante, tu vas voir. C'est bien une petite question sur est-ce que pendant la campagne territoriale, je trouve qu'on est assez peu tourné, ça a été assez peu abordé, qui était la question de l'environnement.
Quelle réaction tu peux avoir là-dessus? Est-ce que tu considères qu'on en a parlé suffisamment On en a parlé, puisque d'abord les candidats ont été questionnés par les journalistes sur ce thème-là, plusieurs fois d'ailleurs, hein. Et, euh, et puis de toute façon, il y a une. C'est presque naturel. Il y a une prise de conscience de la nécessité de préserver son fénois qui est extrêmement ancrée chez les Polynésiens, depuis toujours. Alors, ce qui me permet de rebondir sur ce qui vient d'être dit, alors il y a deux facettes. ça fera office de conclusion. Voilà, il y a deux facettes. La première facette, c'est évidemment, on prend des mesures d'applicabilité sociale, c'est-à-dire que quand on prend une décision, quand l'homme politique prend une décision, il va tester cette décision, il va voir comment vont réagir les populations. Très bien. Et il va suivre. Mais l'autre facette, c'est qu'en Polynésie française, il faut quand même le remarquer, qu'on a remarqué que souvent les populations s'opposent à tout développement. Alors on veut faire un port à Moorea, c'est non. On veut faire un golf à Moorea, c'est non. On veut faire un hôtel là où est le Méridien aujourd'hui, c'est non, etc., etc. Donc, il y a aussi ce côté-là. Donc, à un moment donné, l'applicabilité sociale doit être suivie, mais jusqu'à quel point? C'est vraiment une question. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Eh ben, écoute, c'est bien parce que ça éveille les consciences. Donc c'est un peu l'intérêt aussi de ce genre de débat. Donc alors, cet état des lieux dressé par nos invités du jour nous a éclairé sur la place de l'environnement en Polynésie. Et demain, nous poursuivrons sur le sujet avec des actions concrètes déjà en place ou envisageables. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Je sais que 26 minutes pour un sujet aussi large, c'est assez court, mais ça nous permet justement d'ouvrir un petit peu une forme de débat. Et on y revient demain. Donc cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.